Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Voilà, il est 8h37 sur Studio Kalita, l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Ce sont le dernier développement d'un fait divers qui font ce matin la une de la plupart des quotidiens israéliens. En effet, le Israël Hayom et le Yediot Aharonot, ainsi que les pages d'ouverture des plus grands sites d'information comme le Ynet, annoncent presque solennellement l'arrestation du suspect soupçonné de l'assassinat de la jeune Sylvana Tsagaï, 13 ans, qui est originaire d'Érythrée. On savait que le coupable était, selon toute vraisemblance, le compagnon de la mère de la jeune fille assassinée. Et celui-ci donc a été arrêté. Il s'agit de Tespassion, c'est son nom, qui a été interpellé hier soir par les forces de sécurité israéliennes. Au début, il a démenti tout lien avec l'assassinat de la jeune fille, mais il a ensuite cédé aux interrogatoires de la police et a reconnu qu'il était donc lié à cet assassinat. Mais après avoir insisté donc sur ce fait divers, la presse israélienne revient sur des titres, on va dire, plus traditionnels, comme la crise politique. Ça avance difficilement, titre le Israël Hayom ce matin, pour résumer la situation de la coalition gouvernementale. Naftali Bennett a affirmé hier que l'affaire ne décollait pas, et David Afsaleh, le président de la coalition, accuse le ministre de l'Éducation nationale de torpiller la stabilité de cette coalition. Mais alors que la coalition compte à chaque vote ses 61 députés, hier l'opposition s'en est pris à l'un de ses députés, Robert Tibayev du camp sioniste, qui semble vouloir se rapprocher du camp de la droite nationaliste, on va dire. Il a même officiellement demandé à quitter le parti travailliste et à aller rejoindre les bancs de la coalition, qui a bel et bien besoin actuellement d'un 62e mandat. Si l'on voulait une preuve de plus de la fragilité de l'actuelle coalition, en voici une qui est mise en évidence ce matin dans tous les quotidiens israéliens. Il s'agit de la très vive altercation entre le président de la Knesset Yuli Edelstein et le très turbulent député Likoud Oren Chazan. Cela fait plusieurs années que les deux hommes se détestent cordialement, mais hier, dans l'enceinte du Parlement, le speaker a décidé d'exclure Chazan de l'hémicycle après que celui-ci l'ait traité de dictateur. Chazan a ensuite accusé le président Edelstein d'avoir voulu l'empêcher de remplir ses obligations parlementaires, et ce, dans le seul but de déstabiliser la coalition et d'affecter Binyamin Netanyahou, qui, on le sait peut-être également, n'est pas aussi en bon terme avec Yuli Edelstein. En marge, dès hier matin, les médias israéliens ont annoncé la rencontre entre le Premier ministre et l'ancien numéro 1 de Tsahal, le général de réserve Benny Gantz. Officiellement, l'entourage du Premier ministre, comme celui de Benny Gantz, ont souligné qu'il n'avait pas du tout été question de l'avenir politique de l'ancien chef d'état-major, qui, on le sait, envisage soit de créer un nouveau parti politique, soit d'entrer dans l'une des grandes formations politiques. Les deux hommes auraient uniquement parlé sécurité. La rencontre se serait déroulée dans le cadre d'une série de consultations que le Premier ministre a entrepris hier en tant que ministre de la Défense avec d'autres anciens ministres de la Défense et anciens chefs d'état-major. À noter deux absents de marque dans les consultations intensives du Premier ministre hier, celle des deux ministres de la Défense et ex-chefs d'état-major Ehud Barak et Moshe Yaalon. Ils ont tous les deux été ministres de la Défense de Binyamin Netanyahou. On sait que les relations entre ces deux personnalités et le Premier ministre ne sont pas bonnes. Et dans l'entourage de Netanyahou, on les accuse de vouloir créer un front de centre-gauche qui pourrait rivaliser avec le Likoud lors des prochaines élections. Et puis ce matin, le Yediot Aharonot fait la promotion en première page de l'entretien qu'il a réalisé de la ministre de la Culture Miri Regev, qui a dû cette semaine renoncer à faire voter son fameux projet de loi sur la loyauté dans la culture. Dans cet entretien, dont l'intégralité sera publiée demain dans le supplément du Shabbat du Yediot, Miri Regev s'en prend à plusieurs de ses collègues au sein du gouvernement qui, selon elle, seraient jaloux de sa popularité. Les quotidiens israéliens reviennent ce matin sur la manifestation des ultra-orthodoxes du Peleg Yerushalmi, la branche radicale créée par le défunt Rav Shmuel Auerbach. Ces manifestants protestaient contre l'arrestation par la police militaire d'un des leurs qui refusait non seulement de s'enrôler dans Tsahal, mais également de venir signer un document pour se faire exempter. Les manifestants, en quelques centaines, ont paralysé la rue Yafo, qui est l'artère principale de Jérusalem, ou l'une des artères principales, ainsi que la circulation du tramway, ce qui a provoqué des embouteillages monstres dans le cœur de la capitale. Il a même fallu que ce soit la police qui ferait un passage au véhicule d'un couple qui venait de se marier, un couple d'orthodoxes d'ailleurs.
Les quotidiens israéliens, en particulier le Israël Hayom, mettent en évidence ce matin les propos très étonnants tenus par le général Tamir Yetri, qui est le commandant en chef de la défense passive. Celui-ci a affirmé que lors de la prochaine guerre, les habitants de Tel Aviv ne pourront pas rester à déguster leur café. Cela appartient au passé, a dit le général Yetri, devant un forum de maires et de responsables de conseils locaux et régionaux. Ces propos ont provoqué la colère à Tel Aviv. Et ils insinueraient en effet que les habitants de la métropole vivent, lorsque la guerre frappe au nord ou au sud du pays, dans une sorte de bulle sociale. À la suite du tollé provoqué par ces déclarations, le général Tamir Yetri a tenté d'expliquer ses propos en affirmant qu'il n'y avait pas dans ces déclarations la moindre critique envers les habitants de Tel Aviv. À propos de sécurité, le site Ynet publie ce matin un éditorial, ou plutôt une analyse de Ron Ben Ishai, l'expert sécuritaire de ce site d'information, qui s'inquiète de l'utilisation par le président américain Donald Trump au cours des derniers jours de la sécurité de l'État d'Israël comme prétexte pour justifier certains aspects de sa politique étrangère. Ben Ishai rappelle qu'au cours des 2 derniers jours, Donald Trump a utilisé cet argument à 2 reprises. La première, c'était il y a une semaine, pour justifier sa politique de complaisance envers l'Arabie saoudite à propos de l'assassinat du journaliste Khashoggi. Le président américain avait affirmé que la politique des États-Unis était guidée avant tout par les garanties sécuritaires d'Israël. Et ensuite, avant-hier, dans son entretien au Washington Post, dont nous parlions hier, le président avait affirmé que la principale raison d'un maintien des forces américaines au Proche-Orient était la sécurité d'Israël. Pour Ron Ben Ishai, il s'agit là de fake news de la part du président américain, des fake news qui risquent de se retourner contre l'État d'Israël. Pour Ben Ishai, l'affirmation selon laquelle la politique américaine en Arabie saoudite sert les intérêts d'Israël est sans fondement. Idem pour l'annonce selon laquelle les forces américaines restent au Proche-Orient pour défendre Israël. Le Maariv refait surgir ce matin un nom qui est connu des Israéliens, mais qui était tombé dans l'oubli, celui du colonel de réserve Elchanan Tannenbaum. Ce dernier, je vous le rappelle, avait été kidnappé par le Hezbollah au début des années 2000, alors qu'il trempait lui-même dans un vaste trafic de drogue entre le Liban et Dubaï. Il avait été libéré en 2004 en échange de plusieurs centaines de terroristes. Et depuis, on n'avait plus vraiment entendu parler de Elchanan Tannenbaum, mais il est donc réapparu après que la justice l'ait condamné à 8 mois de prison ferme pour diverses infractions au code de la route. Le site Ynet nous révèle que pour la première fois depuis qu'elle est l'épouse du Premier ministre israélien, Sarah Netanyahou effectuera prochainement une mission diplomatique officielle à l'étranger, plus exactement au Guatemala. Sarah Netanyahou a été en effet invitée par l'épouse du président Morales, Patricia, à inaugurer un quartier d'un nouveau village appelé Jérusalem. Ce quartier, qui est destiné aux victimes du tremblement de terre qui a frappé le Guatemala il y a 6 mois, a été construit à l'initiative du grand rabbin de la communauté juive du Guatemala et grâce à la contribution de l'organisation israélienne Zaka. Durant cette inauguration, Sarah Netanyahou devrait annoncer une aide économique spéciale d'Israël aux victimes du tremblement de terre. Il faut rappeler que les relations entre Israël et le Guatemala se sont considérablement réchauffées à la suite de la décision des autorités guatémaltèques de déplacer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem. C'était en mai dernier. Voilà donc pour ce survol de la presse et des médias israéliens de ce matin, de ce jeudi matin. Nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Ariel Kandel pour parler de ce qui s'est passé hier au ministère de l'Éducation nationale, la signature d'un partenariat très important entre Kalita et le ministère de l'Éducation nationale en présence du ministre Naftali Bennett, et cela pour venir en aide à plusieurs milliers de jeunes écoliers et lycéens au LIM de France et leur permettre une intégration sur le plan éducatif plus facile, plus aisée. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.